construites pour les soigner, pour les protéger. Toutes les allées que vous avez autour sont des allées arrondies et toutes elles ramènent au chalet. Quelque allée que vous empruntiez, elles reviennent toutes au chalet, dans ce giron maternel. Donc c'est vraiment l'incarnation de la mère, du giron maternel, du giron protecteur. Dans le mystère Frontenac, on le sent parfaitement bien. Dès qu'il s'échappe, elle les rattrape, elle met un gilet, met une veste, tu vas avoir froid, ne restez pas longtemps dehors, revenez ici, etc. Et donc ici, ils vont passer toutes leurs vacances. C'est un moment extrêmement fort, extrêmement important. Mauriac va vivre ici sur ce perron, au milieu de ces jeux d'enfants, de tous ces rites qu'il faut respecter, comme quand on arrive dans une maison de vacances, on respecte un certain nombre de rites. Quand on est enfant, on va à tel endroit, on fait telle chose, etc. Mais là, c'est pareil, les enfants chantent certaines chansons, se retrouvent à certaines heures de la journée à tel endroit, sur le perron, etc. La famille va faire la même chose. Et Mauriac, il est construit de tout ça, de tous ces rites, de cette impression d'être entré ici, dans un pays mystérieux, dans une terre mystérieuse où, pour y entrer, on est obligé de respecter certaines choses, certains rites, pour rompre avec le maléfice. Et donc, il va ici communier avec la nature. Cette confusion du chuchotement de la vie à mon oreille, avec cette rumeur de la nature assoupie, dont je surprenais le sommeil traversé de songes, c'est le signe que ces minutes sur le perron, dans le soleil de la 2e heure, compter plus qu'aucune autre pour l'enfant que je fus et pour l'homme que j'ai été, puisque leur thème domine seul aujourd'hui. Je prenais possession de la terre, je participais à la vie végétale, j'avançais dans un mystère que les enfants citadins ignoreront toujours. Donc c'est ici qu'il devient écrivain. Et quand Mauriac dit qu'il suppose que son don d'écriture, son amour des lettres, il le doit à son père, il le doit à son père véritablement, parce que son père écrit extrêmement bien, les poèmes de son père sont assez magnifiques, et que son père est beaucoup moins républicain en croyant qu'il le dit, et qu'il y a une quête spirituelle, alors une quête spirituelle qui n'a pas été celle de Mauriac, qui était presque mystique, celle de Mauriac. Mais bon, son père avait 35 ans quand il est mort, il avait toute sa vie à vivre après, et il aurait pu certainement évoluer. Il y a une quête spirituelle, et il y a un très très grand respect de la foi de son épouse. Et je pense que Claire, si elle n'avait pas perdu Paul, aurait été moins dure, moins rigide du point de vue religieux, parce qu'il aurait réussi, je pense, à équilibrer un petit peu les choses. Donc les choses auraient certainement été différentes, ça c'est sûr. Mais peut-être de façon moins tranchée qu'il ne le dit. Lui, il s'est forgé une image paternelle comme celle-là. Et il se construit à partir de cette image forgée, de ce qu'on lui a raconté, de ce qu'il a pu en saisir, de ce qu'il peut comprendre. Cet aïeul, c'est-à-dire son grand-père, avait pris femme à Saint-Symphorien, de sorte que les propriétés de la famille durent s'étendre en ce temps-là sur près de 2000 hectares. Puisque, après les partages, mes parents en avaient encore près d'1 millier. Mais nous étions 5 enfants et de ce domaine, il ne reste aujourd'hui que des lambeaux. Villandreau, pays natal d'un des ministres de Gaulle, l'est aussi d'un pape, Clément V, ce Bertrand de Gaulle qui fut le premier pape français d'Avignon et qui livra les Templiers à Philippe le Bel. Après 7 siècles, son château dresse encore à Villandreau des tours orgueilleuses. La route de Saint-Symphorien part du château et traverse un pays solitaire, une lande arrosée de ces vifs ruisseaux glacés et purs, affluents du Ciron, le ruisseau blanc, le Balion et la Hure, qui à Saint-Symphorien passe au bas du parc de notre maison. Que dire de Saint-Symphorien? Les meilleurs livres y sont nés. C'est le dernier bourg de la Gironde. Le village le plus proche, Sort, est dans le département des Landes. C'était à nos yeux d'enfants un pays étranger, une frontière que nous ne franchissions pas. Et donc la famille va se replier, comme beaucoup de familles de métayers et de bergers, ici dans ce village de Saint-Symphorien, avoir des possessions, des terres autour, planter des pins et s'enrichir grandement par ces plantations de pins. Donc c'est sa grand-mère paternelle, qui est landaise, qui va apporter ses landes à cette famille plutôt de l'autre côté de la Garonne et qui va ancrer très fortement cette famille dans ce territoire. C'est compliqué à l'époque où naît François Mauriac, on est en pleine période du phylloxéra. Le bois qui sert à fabriquer les tonneaux, parce
la famille s'est enrichie sur les bois mérins, ne sert plus. Donc on va plutôt s'appuyer sur ces landes qui sont une valeur sûre de toute façon. Ces bois sont toujours là et ils servent à beaucoup d'autres choses qu'à fabriquer des tonneaux. Et donc son père déambule dans ses propriétés, va voir ses métayers, revient à la maison, etc. Donc c'est vraiment le cœur des possessions familiales. Et pour Mauriac, c'est le fondement de tout, puisque dès l'âge dès quelques semaines, il vient ici en vacances avec ses parents, par différents moyens, soit par voiture à cheval. Il parle de la Victoria de son grand-père. Je me souviens, lorsque dans la Victoria de mon grand-père, nous allions de Langon à Saint-Symphorien, lorsque nous avions atteint Sauterre, nous disions adieu aux coteaux et aux vignes, à la lumière, à la joie panique. Les pins se dressaient tout à coup de chaque côté de la route de Villandreau, avant-garde d'une armée innombrable, éternellement tourmentée par le vent qui vient de la mer. Donc c'est un long chemin, compliqué. On peut venir en voiture, ça prend du temps. Montesquieu qui allait à la Brède, c'est un quart d'heure la Brède de Bordeaux, mais elle prend une journée pour y aller depuis Bordeaux, vous imaginez. Donc là, la famille Mauriac en général allait chez le grand-père à Langon. On commençait toujours par là. On allait de Bordeaux à Langon. Donc soit il prenait le train, soit il y allait en voiture. En général, il prenait le train à la gare du Midi, c'est-à-dire la gare Saint-Jean. Il s'arrêtait à Langon et il restait chez le grand-père. Le grand-père disparaît en 1905, donc, non pas en 1950, Mauriac a 5 ans, pardon, donc en 1985, en 1890. Mais donc on s'arrête toujours à Langon, et à Langon, soit on reprend une voiture et on vient ici en voiture, ce qui est quand même extrêmement long, soit on reprend le train, on va jusqu'à la gare du Nizan. À la gare du Nizan, on change de train, on attend, on change de train et on arrive jusqu'ici à Saint-Symphorien qui est le terminus. Bon. Ce voyage matériel est un voyage très long. Ils partirent après dîner dans la nuit noire pour chercher oncle Xavier au train de 9h. Si en retard que l'on fut, le train de Bouridé, alors Saint-Symphorien c'est Bouridé, il était toujours un peu plus. Ça existe vraiment, hein. Des piles pressées de planches fraîches, toutes saignantes encore de résine, cernaient la gare. Les enfants se faufilaient au travers, se cognaient, s'égaraient dans l'enchevêtrement des ruelles de cette ville parfumée. Leurs pieds s'enfonçaient profondément dans l'écorce de pin écrasée qu'ils ne voyaient pas, mais ils savaient qu'à la lumière, ce tapis d'écorce à la couleur du sang caillé. Yves assurait que ces planches étaient les membres rompus des pins. Déchiquetés, pelés vivants, ils embaumaient ces corps sacrés des martyrs. José gronda. « Non mais quel idiot, quel rapport ça a-t-il » Ils virent briller le quinquet de la gare. Les femmes criaient et riaient, leur voix était perçante, animale. Ils traversèrent la salle d'attente, puis le rail. Ils entendirent dans le silence des bois le bruit éloigné du petit train, dont le cahotement rythmé leur était familier, et qu'ils imitaient souvent l'hiver à Bordeaux pour se rappeler le bonheur des vacances. Il y eut un long sifflement, la vapeur s'échappa avec fracas, et le majestueux Joujou sortit des ténèbres. Il y avait quelqu'un dans le compartiment des secondes. Ce ne pouvait être qu'oncle Xavier. Mauriac raconte qu'une des promenades privilégiées qu'il préférait, c'était aller retrouver les sources de la Hure, sources qu'il ne retrouvait jamais, qui se perdaient dans les marécages des Landes, en allant vers les Landes de la Téchouère. Le chemin de sable aboutit au pont, à l'entrée du moulin. La laine des prairies les cachait. Le vieux cœur du moulin battait encore dans le crépuscule. Un cheval ébouriffé passait sa tête à la fenêtre de l'écurie. Les pauvres maisons fumantes au ras de terre, le ruisseau, les prairies composaient une clairière de verdure, d'eau et de vie cachée que cernaient de toutes parts les plus vieux pins de la commune. Yves se faisait des idées. À cette heure-ci, le mystère du moulin ne devait pas être violé. Il revint sur ses pas. Premier coup de cloche sonnait pour le dîner. Un cri sauvage de berger traversa le bois. Yves fut pris dans un flot de laine sale, dans une odeur puissante de suinte. Il entendait les agneaux sans les voir. Le berger ne répondit pas à son salut, et il en eut le cœur serré.